Une seule adresse, alpes.france3.fr. Il est midi, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Un local du secours catholique ravagé par un incendie à La Roche-sur-Foron. Le feu s'est déclaré hier et a détruit l'ensemble des dons de l'association caritative. On en reparle dans un instant. En cette année de commémoration du centenaire de l'entrée en guerre de l'Italie, Alpes Express nous parlera du Verdun italien qui a laissé ses traces à Vittorio Veneto et partout dans le pays, à tel point que dans toutes les cités italiennes, il y a une rue, une avenue ou une place Vittorio Veneto pour marquer ce moment symbolique. Et puis quelques nouvelles du temps, toujours radieux, vous le voyez. Les températures sont en légère baisse mais restent bien au-dessus des normales de saison, jusqu'à 21 degrés en Isère. Et l'on commence par cet incendie en Haute-Savoie, incendie hier après-midi dans un entrepôt du Secours catholique à La Roche-sur-Foron. Tout a brûlé, des canapés, des lits et autres meubles destinés à des personnes dans le besoin. Il s'agissait de dons faits à l'association. Ces bénévoles sont consternés. Marion Feutry, Frédéric Pasquette. Un amas de cendres, c'est tout ce qu'il reste du matériel du Secours catholique. L'incendie s'est déclaré hier en début d'après-midi dans ce local de stockage. À l'intérieur, des dons recueillis par l'association caritative. Principalement du mobilier, canapés, armoires, matelas, que les bénévoles devaient redistribuer aux familles en difficulté. Pour eux, c'était vraiment un don qui leur tombait du ciel, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter du mobilier, même d'occasion. Ça ne peut pas être un accident, parce que disons qu'on n'a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Le bâtiment est sans électricité depuis bien longtemps, donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait un court-circuit ou quoi que ce soit. Le Secours catholique recherche désormais un nouveau lieu de stockage. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. La police criminelle est attendue sur place. Justice à Grenoble, le procès de la rixe des Chirolles a repris ce matin devant les assises des mineurs. Témoignages, rapport d'expertise, la Cour doit encore examiner la personnalité de 7 des 12 prévenus. Jean-Christophe Solari, vous êtes sur place. Quel est le programme de cette semaine ? Eh bien Aurélie, bonjour. Le programme, c'est tout simplement l'examen des personnalités des 12 accusés qui se poursuit jusqu'à lundi prochain. Et aujourd'hui sont donc évoqués les parcours d'un des 2 mineurs au moment des faits, ainsi que le parcours d'Ibrahim Camara. Ibrahim Camara est un jeune homme de 24 ans et il est au cœur de ce dossier d'instruction. Une grande part de l'accusation repose sur son témoignage. Il s'était constitué prisonnier quelques jours après le lynchage de Kevin et Sofiane. Et durant sa détention provisoire, il a beaucoup collaboré, il a beaucoup correspondu avec la juge d'instruction avant d'être libéré et de comparaître libre. Écoutez ce qu'en dit aujourd'hui maître Florent Giraud, l'avocat d'un autre accusé. L'accusation repose clairement sur les déclarations de M. Camara, avec, je crois, quelque chose qui sera extrêmement discutable, qui consiste à dire que de toute façon, il est constant et qu'il dit strictement la vérité. Mais ces dires sont extrêmement mouvants, sont à revirement, tant sur ce qu'il va imputer aux uns et aux autres. C'est lui qui est porteur d'une arme, c'est lui qui n'est pas porteur d'une arme, c'est lui qui a commis tel fait ou tel autre. Là, en revanche, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de constant. Donc ce sera extrêmement difficile, à mon avis, de considérer que ça, c'est une preuve fiable. Alors la personnalité d'Ibrahim Camara, frère de Youssef Camara, lui aussi accusé pour ce lynchage dans cette affaire, est assez complexe. Il est membre d'une fratrie de 10 enfants, élevé par une mère seule, marqué par des traits narcissiques selon l'expert psychiatre. Une personne d'une intelligence superficielle, immature, au casier judiciaire déjà chargé, mais qui rejette toute culpabilité. La culpabilité, elle est souvent sur les épaules des parents. Vendredi dernier, le père d'Antonin Challenge est venu témoigner. Il a dit toute sa peine pour lui et pour son fils d'être impliqué dans ces faits terribles. Et il a expliqué tout le travail de prise de conscience qu'il effectuait auprès de son fils au parloir. Merci Jean-Christophe. Et je précise que l'avocat que nous avons entendu n'était pas celui d'Ibrahim Camara, mais celui d'un autre accusé. Le mystère est levé autour d'un VTT retrouvé au pied d'une falaise au-dessus du lac d'Aiguebelette. C'est à lire sur notre site internet alpes.france3.fr. Le VTTiste recherché depuis hier après-midi a été retrouvé. On y trouve de tout et il y en a pour tous les goûts. La foire de Grenoble a démarré vendredi et n'a semble-t-il pas trop souffert de ce week-end particulièrement ensoleillé. Plus de 30 000 visiteurs se sont pressés à Alpexpo. Alors bien sûr, le bilan définitif se fera dans une semaine, mais pour les organisateurs de l'événement, c'est un bon démarrage. Écoutez Alexandra Felli, directrice de la communication d'Alpexpo, pour qui la foire est le lieu où l'on peut faire de bonnes affaires.
On peut faire des très bonnes affaires sur la foire, notamment parce que vous avez toute l'offre concurrente qui est présente. Donc vous pouvez passer d'un stand à l'autre et faire marcher la concurrence. Et puis vous êtes face à des commerçants, donc c'est fait partie du jeu. Économie toujours, c'est un beau fleuron qui va s'installer en mars prochain au pôle Pixel de Villeurbanne. Xilam, producteur de dessins animés et de films d'animation, relocalise une partie de ses compétences dans le Rhône. À la clé, 100 emplois et une belle vitrine pour le cinéma de la région. Sylvie Cozzolino, Patrick Perel. En mars prochain, les équipes de Xilam poseront leurs valises au pôle Pixel. Cela fait des mois qu'ici on travaille à leur arrivée. Le producteur de dessins animés qui sous-traitait une partie de son activité en Asie a décidé de relocaliser son savoir-faire en France et notamment à Villeurbanne, avec à la clé une centaine d'emplois. Une stratégie gagnante des collectivités et des professionnels du cinéma en Rhône-Alpes. On a des écoles, comme je l'ai dit, on a des compétences, on a des financements. C'est-à-dire, alors les financements, ce n'est pas pour l'entreprise elle-même, mais la région accompagne depuis très longtemps cette activité d'animation, enfin de fabrication de dessins animés sur l'ensemble de la région, à Valence, à Annecy, à Lyon. Un peu partout, et du coup on a développé finalement une identité, une compétence forte dans ce secteur. Si le jeune public connaît Xilam, c'est pour sa série culte, Oggy et les cafards, diffusée sur France Télévisions et vendue dans plus de 150 pays. 15 ans de succès en télévision. À Lyon, Xilam devrait assurer 2 à 3 séries de dessins animés. L'entreprise reconnaît que fabriquer en France majore le coût de ses productions de façon importante, mais forte des soutiens régionaux et nationaux, des compétences trouvées à Villeurbanne, le jeu en valait la chandelle. Alors, on sait que ça va nous coûter beaucoup plus cher, évidemment, de fabriquer en France, mais on sait obtenir à la fois un niveau de qualité plus élevé et aussi une productivité plus importante, de façon à pouvoir livrer nos diffuseurs de façon plus rapide. Voilà. Donc ça, c'est un élément fort, c'est qu'on aura beaucoup moins d'allers-retours à faire. Xilam, dont la réputation a depuis bien longtemps franchi nos frontières, est assurément une belle vitrine prometteuse pour le pôle Pixel. Un coup de pouce pour les cabinets médicaux de montagne. L'Agence régionale de santé vient de décerner le label cabinet de montagne à une trentaine de structures. Il s'agit d'une aide financière pour que les cabinets s'équipent en matériel de pointe. Exemple à Saint-Jean-de-Sixte où le groupe médical va pouvoir investir dans un nouvel appareil d'échographie Doppler. Céline Aubert, Yves-Marie Glo. C'est un accident de montagne classique. Cette jeune femme est tombée sur son doigt au cours d'une randonnée au-dessus du Chinaillon. Il ne faudra toutefois que quelques secondes pour remettre la phalange en place et une radio pour s'assurer qu'il n'y a pas de déchirement osseux. On ne pensait vraiment pas pouvoir déjà avoir les radios, tout ça. On ne savait pas si le médecin de garde pourrait faire les soins et puis voilà, on ne savait pas trop. C'est vrai qu'on s'est dit s'il faut aller encore aux urgences, attendre... Enfin, on n'était pas rentrés quoi après. Le groupe médical de Saint-Jean-de-Sixte va bénéficier du label cabinet de montagne. Une aide financière pour investir dans un nouvel appareil d'échographie Doppler. Un matériel capable de déceler un accident vasculaire cérébral ou une embolie pulmonaire sans passer par la case hôpital. Ce type d'appareil d'échographie Doppler n'est plus présent dans tout le domaine des arts à vie. Donc c'est une aide importante à la population puisque ça leur permet, sans se déplacer, de pouvoir accéder à une technologie de pointe et à des diagnostics précis. L'aide de l'État ne couvrira toutefois qu'une petite partie de l'achat. Favoriser l'équipement a un but, attirer les jeunes médecins. Les contraintes sont nombreuses, charges de travail, coût de l'immobilier, faible rémunération des actes. La médecine de montagne a du mal à séduire. C'est un exercice absolument passionnant, dans un cadre de vie superbe. Donc je pense qu'il faut que des jeunes médecins qui pour l'instant privilégient l'hôpital se réorientent, en particulier des urgentistes. L'achat du nouvel appareil est prévu fin décembre, pile pour la pleine saison hivernale. La population de Saint-Jean-de-Sixte, village situé au croisement des stations du Grand Bornand et de la Clusaz, est alors multipliée par 5. Midi passé de 10 minutes, l'heure de retrouver notre chronique Alpes Express, l'actualité chez nos voisins suisses et italiens. Avec vous, Fabrice Légard, bonjour. Bonjour Aurélie. Et on commence, Fabrice, avec une nouvelle polémique franco-italienne autour du Mont Blanc.
Oui, alors Aurélie, franco-italienne, mais avant elle avait été italo-italienne, puisque dès l'été dernier, le CAI, le club alpin italien, avait tiré la sonnette d'alarme sur le tournage d'un reality show style Koh-Lanta sur le Mont Blanc. Mais Rai 2, la seconde chaîne du service public italien, n'a rien voulu entendre. Et en août dernier, sans la moindre autorisation, le producteur a installé ses caméras et ses vedettes du showbiz sur le Mont Blanc pour tourner le premier numéro de Sfida Verticale. Et c'est la bande-annonce que vous voyez d'ailleurs en ce moment. Les maires de Saint-Gervais et de Chamonix avaient pourtant dit non, mais rien n'arrête, semble-t-il, la télé-réalité. On fait croire aux gens que l'ascension du Mont Blanc est un parc d'attractions. C'est enflammé Jean-Marc Peyex. En tout cas, l'émission doit être diffusée ce soir sur Rai 2. En Suisse, maintenant, une petite station de ski fait tout pour garder ses clients de l'Union européenne. Oui, Aurélie, à Grachen, c'est dans le Valais alémanique. On ne souffre pas du Francfort, bien au contraire. La petite station vient de signer son meilleur exercice comptable de tous les temps grâce à ses nombreux clients allemands et néerlandais notamment, toujours plus nombreux d'ailleurs. Alors comment ce miracle est-il possible ? Eh bien tout simplement parce que les commerçants de la station ont décidé de fixer eux-mêmes leur taux de change. Ainsi, l'hiver dernier, à Grachen, 1 euro valait 1 franc 35, soit environ 20% de moins que le cours du franc suisse de l'époque. Bref, c'est un peu de la spéculation positive qu'ont inventé nos voisins helvètes. Allez, toute autre chose maintenant. En Italie, les cérémonies commémorant le 100e anniversaire de l'entrée en guerre de l'Italie touchent à leur fin. La Première Guerre mondiale, bien sûr, car à la différence de la France, nos voisins ne sont entrés dans le premier conflit mondial qu'en mai 1915 et en sont sortis quelques jours avant nous, le 4 novembre, dans une petite ville au pied des Dolomites, baptisée Vittorio Veneto. Tout un symbole. Regardez, image Didier Albrand, montage Éric Achard. Pour l'Italien d'aujourd'hui, Vittorio Veneto, c'est bien davantage qu'une bourgade de 30 000 habitants au pied des Dolomites. Plutôt un nom qui sonne comme un Verdun italien. Le synonyme d'une victoire militaire haute en morts et en blessés, près de 130 000. L'épilogue inattendu pour l'Italie d'une déroute cuisante concédée 1 an plus tôt, en octobre 1917, à Caporetto. Un nom propre d'ailleurs, toujours utilisé dans l'italien du XXIe siècle pour signifier l'ampleur d'une défaite. C'est à partir de cette défaite que commence ce que les habitants de Vittorio ont appelé l'année de la faim. Une année pendant laquelle tout le monde mourait de faim ici, les habitants mais même l'armée d'occupation autrichienne. Car après avoir réquisitionné et mangé tout ce qu'elle avait pu trouver dans les maisons, elle est restée coupée de ses approvisionnements envoyés de Vienne. C'est donc un moment très critique de votre histoire locale. Très critique, oui, parce qu'une grande partie des habitants qui n'avaient pas pu fuir l'occupant est tout simplement morte de faim. C'est donc une armée impériale austro-hongroise déjà passablement diminuée qui se trouve assiégée entre la rivière Piave et le massif du Monte Grappa par 57 divisions d'infanterie, aux côtés des 51 italiennes, 3 britanniques, 2 françaises et une tchécoslovaque, un régiment américain aussi. Des alliés pressés d'en finir avec cette bataille au nom royal que l'on devine déjà être la dernière. Piéger le commandement de l'armée austro-hongroise à Vittorio Veneto n'est pas seulement une victoire militaire pour l'armée italienne, c'est une victoire avec une forte valeur symbolique. D'abord parce que le nom de la ville est déjà en soi un hommage au roi Victor Emmanuel qui règne alors sur le pays. Ce succès militaire est donc celui du souverain, mais aussi la première grande victoire de l'Italie, unifiée par lui moins de 50 ans plus tôt. C'est pour cette raison qu'à la fin de la guerre, toutes les villes du pays baptisent des places ou des avenues du nom de Vittorio Veneto. 10 jours de bataille pour gagner la guerre. Le 4 novembre 1918, l'Autriche-Hongrie rend Vittorio Veneto à l'Italie et définitivement les armes. L'armistice est signé à Padoue 7 jours avant celui de Rotonde, sanctionnant en France la défaite de l'Allemagne. Une guerre, 2 empires à terre, mais une nation nouvelle née dans les tranchées. C'est la première fois de leur jeune histoire que les Italiens de Sicile, de Sardaigne, du centre, du nord de l'Italie se rencontrent côte à côte dans les tranchées. Ce qui n'est pas sans leur poser problème, car chacun parle un dialecte différent à l'époque. Mais cette guerre reste le moment où ils se sentent appartenir à une même nation. Et c'est sur ce sentiment-là que vont jouer les dirigeants au pouvoir dans la décennie suivante.
La jeune nation issue des tranchées pourra ainsi compter sur son duce pour exalter le souvenir de la glorieuse bataille. Preuve que le fascisme aussi est peut-être né pour une part à Vittorio Veneto. Fabrice retourne dans la Confédération avec une beauté toute suisse. Oui, 100% suisse. Vous allez la voir, cette beauté brune qui a été élue le week-end dernier à Bâle, Miss Suisse 2016. Une fierté pour tout le canton de Fribourg, d'où elle vient, mais aussi pour toute la Suisse francophone, car c'est la deuxième année consécutive qu'une Suisse romande est titrée, ce qui n'était pas arrivé depuis 35 ans. Un bon point pour cette enseignante dont la spécialité ne gâche rien à ses qualités, puisqu'elle est professeure de français et retoque pour la Suisse alémanique. Et pour finir, une image qui nous vient d'Italie avec la truffe de tous les records. Oui, et regardez là, cette truffe, c'est un véritable monstre de presque 1 kg, 900 grammes très précisément. Elle a été adjugée hier à un milliardaire de Hong Kong pour 100 000 €. La vente se passait au château de Grinzane et Cavour, dans le Piémont, dans le cadre de la toujours très attendue foire internationale de la truffe d'Alba. Le cours de la truffe blanche, il faut le savoir si vous voulez en acheter Aurélie, devrait tourner cette année autour de 400 € pour seulement 100 grammes. Ah oui, quand même. Merci à la monnaie. Alp Express revient samedi. Allez, on termine avec cette exposition à l'ancien musée de peinture de Grenoble. De jeunes photographes ont eu carte blanche pour exposer leurs œuvres. Un travail autour du cancer du sein, des clichés à la fois graves et rayonnants. Françoise Gay, Jean-Pierre Rivet. L'une est photographe professionnelle, l'autre photographe amateur, ou plutôt amatrice comme elle aime le répéter. Aurore et Barbara, une histoire de complicité entamée avec un cataclysme. Barbara découvre qu'elle a un cancer du sein. Aurore lui propose de faire des photos. Cette photo a été prise en 2012. C'est un autoportrait. Et c'était une période où j'avais du mal à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire cet état, la maladie. Et donc j'ai souhaité immortaliser ce moment pour pouvoir ensuite m'imprégner de tout ce qui allait advenir. J'ai plusieurs autres clichés où je rejetais cette chevelure et où au final je l'acceptais. En fait, elle m'a beaucoup aidée dans ce combat et j'en ai fait une alliée. De ces photothérapies, un projet voit le jour. Convaincre d'autres femmes, également malades du cancer du sein, de poser pour les deux photographes. La difficulté, c'est déjà qu'elles acceptent de se mettre à nu. D'une part physiquement, mais aussi mentalement avec tout ce qui leur arrive. Et ça, c'est très très difficile. L'idée était de sublimer ces femmes et de les aider en fait à pouvoir exprimer ce qu'elles avaient envie d'exprimer à ce moment-là et de les montrer vraiment belles. Maquillage, pose et cadre soigné, les deux amies multiplient les clichés pour ne retenir que les plus beaux, les plus artistiques. Aujourd'hui, certains modèles ne sont plus là pour les admirer, mais pour Barbara, l'aventure connaît une fin heureuse. Je suis en rémission totale et puisqu'il faut attendre les fameux 5 ans avant de pouvoir dire voilà, nous sommes guéris. Faire face, une exposition à découvrir jusqu'au 22 novembre à l'ancien musée de peinture de Grenoble. Avant de vous quitter, je vous rappelle cette information. L'incendie hier après-midi en Haute-Savoie d'un entrepôt du Secours catholique à La Roche-sur-Foron. Tout a brûlé, des canapés, des lits et autres meubles destinés à des personnes dans le besoin. Il s'agissait de dons faits à l'association. Ces bénévoles sont consternés. La piste criminelle est privilégiée et la police scientifique est attendue sur place. C'est la fin de ce journal, mais n'oubliez pas, l'info continue sur notre site internet alpe.france3.fr. Prochain rendez-vous avec l'info de votre région ce soir à 19h. Vous retrouverez Marie Michelier. Très belle